parti? Merci Marie. Bien, messieurs, dames, il est 30. Nous avons largement atteint le quorum. Donc merci à tous pour votre présence ce soir. Il va y avoir un certain nombre de procurations qui vont nous être attribuées. Catherine Nava a donné procuration à Jean Bureau. Yes. On est d'accord. Odette Andaloua a donné procuration à François Darrière. Bruno Sarowski a donné procuration à Laurent Juel. Nathalie Vercourt a donné procuration à Laetitia Guélan. On n'en a pas reçu d'autres. Non, on a dit que je dois venir. D'accord. Ouais. Si vous voulez en interviewer. Non. On peut attendre 2-3 minutes si vous le souhaitez. On a le quorum. Bon, on n'est pas. D'habitude, on commence à l'heure où il ne faut pas trop ouvert. Je dois excuser l'absence, mais l'absence physique, parce qu'il est avec nous en virtuel, de notre DGS, M. Luc Vernet, qui est souffrant Covidé et qui ne doit pas nous contaminer, rester chez lui. On ne sait pas pour combien de temps encore, on espère qu'il nous revient très vite, mais en tout cas qu'il se soignera très vite et qu'il nous reviendra en pleine forme. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Luc Vernet. Donc, au programme de ce soir, pratiquement un one-man show de Joël Di-Fabio, puisqu'on va être sur des éléments essentiellement budgétaires. On a volontairement, et on a bien fait, puisqu'on a encore eu des éléments, mais qui ne pourront pas affecter ce que nous avons construit sur le plan budgétaire, mais des éléments informatifs qui pourront vous être donnés un peu plus tard. Dans l'après-midi est arrivé un certain nombre d'éléments dont je vous ferai prendre connaissance. Un menu assez copieux ce soir, et pour ne pas trop vous embêter à la fin du conseil, j'aimerais commencer par ceux qui vont nous occuper. Bonjour, bienvenue. Allez-vous où vous voulez? Voilà. J'aimerais commencer, oui, je le disais, pour ne pas vous monter après le conseil, d'autant qu'il va falloir que vous signiez un certain nombre de documents. C'est bien ça, Marine? Bon, j'en profite pour remercier Marine, mais qui, dans tous les cas, aurait été là ce soir du fait de l'exercice, qui assure la continuité de M. Luc Vernet aussi. J'aimerais commencer donc par ce qui va nous occuper les prochains dimanches, en sachant qu'il y en a 2 qui sont déjà programmés et 2 qui sont à venir. Et que pour le prochain dimanche 10 avril, comme pour le 24, il vous a été envoyé à tous une demande de disponibilité pour pouvoir tenir les bureaux de vote. Un certain nombre de conseillers se sont positionnés. Du groupe d'opposition, aucune disponibilité pour ces éléments calendaires? Malheureusement. Malheureusement. Pour le 10, non. Pour le 10, non, le 24, on attend. Ouais, commencer par le 10, non, sur 24, on attend aussi. D'accord. Donc il n'y aura aucun conseiller d'opposition sur le 10 pour tenir ces bureaux de vote? Non, pas disponible au créneau proposé. D'accord. Si on n'arrive pas d'ici demain à mobiliser un certain nombre de nos amis, familles, etc., est-ce qu'on pourra revenir vers vous pour que vous puissiez aussi peut-être voir si dans vos proches il y aurait des disponibilités pour tenir ces bureaux de vote? Attends, j'interroge d'abord. Oui, bien sûr. Oui? D'accord. Donc on va essayer de rabattre la campagne pour avoir auprès de nos conjoints respectifs, de nos amis, frères et sœurs, etc., enfants, si ça peut tenir. Et si on arrive à boucler ça d'ici demain soir, on ne fera pas appel à vous. Différemment, on fera peut-être appel à vous dès vendredi avec une réponse la plus rapide possible. Monsieur Chéron. Je devais être absent. Oui. Donc je suis présent. Ah, je suis à disposition. C'est une très bonne nouvelle. On calera ça un petit peu plus tard.
Mais il y a effectivement des trous. Je pense à 12h-15h avec Laurent Juel sur le bureau numéro 1. Patrick, peut-être? Oui, avec toi. Voilà, on va mettre directement là. Et puis on va peut-être. Et on verra sur le bureau numéro 2, on a 2 trous. Il y en a un qui sera peut-être comblé, on verra. Il y en avait un autre en session numéro 2 sur le bureau numéro 1 de 8h à 12h, mais on va y arriver. Je rebondis juste sur la remarque de François Labatte. Oui. A priori, pas disponible les 3 sur les créneaux qui restent, mais qui sont vides en fait. C'est-à-dire que vous pourriez être disponible sur d'autres créneaux. Compliqué le 10, bon, mais. Ah oui, si vous êtes disponible sur d'autres créneaux, il n'y a pas de problème. On peut peut-être On intervenir. intervertit. Bon, compliqué, bon, le 10, compliqué. Le 24 en attente, mais. D'accord. Bon, on refera un appel donc pour le 24, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit toujours les mêmes qui s'y collent et de la façon. S'il y avait besoin pour un deuxième dans l'après-midi. Oui, on essaie de répartir la charge. C'est pas, c'est la GR. Ça fait partie de nos. La journée, c'est bon. J'ai déjà donné. On l'a déjà fait sur la journée. Je vous rappelle que pendant le Covid, quand on a été obligé de remettre les bureaux là-bas, et qu'il y avait en même temps bureau régional et départemental, il nous fallait tenir non pas 2 bureaux, mais 4. Voilà. Bien. J'ai répondu à l'obligation des procurations. Cette information conseillée est à suivre, mais je pense qu'on y arrivera. Dans tous les cas, on ne peut pas dire on ferme, d'autant que là, il y a une amplitude horaire un petit peu plus supérieure. On a essayé de faciliter pour les procurations au niveau national, et je crois qu'il y a encore quelques difficultés pour faire tamponner ces procurations dans certains commissariats. J'en veux preuve un commissariat à Toulouse qui fait un peu de zèle, considérant que ce n'est pas au commissariat à tamponner, mais enfin, je ne sais pas comment un fonctionnaire de la police peut se permettre de dire que, bon, revenez demain, on n'a pas le temps, on ne va pas faire des heures supplémentaires sur ça, etc. Enfin, c'est des réflexions assez déplacées, il me semble, dans le cadre de ce scrutin, quand on voit le niveau d'abstention qu'il y a et que ceux qui veulent voter, on ne leur facilite pas vraiment les solutions. Bien, ceci étant dit, il y aura d'autres informations en fin de conseil et il y aura surtout des signatures. Donc ne partez pas sans signer les différents documents afférents à la tenue du conseil de ce soir. Approbation du PV du conseil municipal du 10 mars. Vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des observations, commentaires, corrections à proposer? Non? Donc, ce PV a été en connaissance adopté. Nous passons à la délibération numéro 1, qui est certes technique, mais qui est indispensable pour la suite de la tenue de ce conseil dans le cadre du vote du budget, puisqu'on parle de l'affectation des résultats de 2021 sur le budget principal. C'est le résultat qu'on retrouvera dans l'écriture du budget 2022 pour certains. Donc je laisse M. Joël Duferbeau, notre joueur en finance, présenter cette délibération. Alors, lors du conseil précédent, on a soumis au vote de ce conseil du compte administratif des différents budgets. Donc, cette délibération reprend ces chiffres et en l'occurrence uniquement les résultats. Donc, on a constaté lors du dernier conseil un excédent de fonctionnement de 165 772 €. Nous avions un excédent cumulé de 648 098 € d'excédent précédent, ce qui fait qu'on a un total d'excédent cumulé de 813 871 871. Côté fonctionnaire. Côté investissement, nous avions constaté un excédent de 11 559 €, un excédent d'investissement qui avait été reporté de 116 000 €, soit accumulé de 127 572 € auquel il faut retrancher 10 000 € de reste à réaliser pour l'année prochaine. Ce qui fait qu'en fait l'excédent entre guillemets net est de 116 849,99 €,
euros. La proposition qui vous est faite est la suivante. De garder sur le fonctionnement 180 000 euros et de transférer du fonctionnement vers l'investissement, c'est-à-dire c'est l'autofinancement, 633 871 000 euros, et de laisser dans le budget d'investissement le résultat de 127 572 euros. Telle est la proposition. Donc un virement très important sur les 813 000, 633 871 euros vers l'investissement dans le cadre des projets d'investissement 2022. Voilà, ce sont des éléments que vous retrouverez dans le vote du budget, mais c'est bon de mettre cette délibération en premier pour pouvoir mieux comprendre comment on construit le budget par ailleurs. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires, des questions sur cette délibération? Je vous remercie. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Donc 3 contre. Et qui est pour? Merci. Le reste. Affectation. Alors là, on est sur un budget annexe. Comme vous le savez, je ne vais pas refaire de la pédagogie sur ces budgets. Vous les connaissez. Sur le budget cimetière. Le budget cimetière, issu des comptes administratifs votés dans le précédent conseil, nous avions constaté un excédent de fonctionnement de 3 493 euros, un déficit reporté des années précédentes de 9 140 euros, ce qui fait qu'on a actuellement un déficit sur le cimetière de 5 646 euros. La proposition qui vous est faite, c'est donc de laisser affecter ces 5 646,93 euros dans le budget cimetière. Alors, on en reparlera sur le cimetière dans le cadre du lieu. Sachant que ça correspond en fait à une valorisation de la cadre. Questions? Observations? Commentaires? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 3. C'est un budget qu'on n'a pas dans toutes les communes, donc on peut aussi en parler. C'est le budget du lotissement Loïgueta que nous avions décidé de mettre en budget annexe, ou bien suivre l'évolution comptable et la réalisation de ce lotissement communal. Alors, donc, de la même façon que le compte administratif du budget principal et du budget annexe du cimetière, ce budget annexe donc, du lotissement fait apparaître un déficit d'investissement de 113 473 euros, un excédent d'investissement de 200 884, soit un excédent cumulé de 87 411 euros. Il est donc proposé d'affecter ce résultat au budget d'investissement pour l'année 2022. On reparlera de ce budget annexe lotissement dans le cadre du BP de ce lotissement. on en reparlera cette année, on en reparlera peut-être l'année prochaine encore un peu, mais il est possible qu'après on n'en reparle plus du tout. Parce qu'il est possible qu'on n'en reparle plus du tout, puisque, pour votre information, le dernier lot a été vendu la semaine dernière, définitivement vendu la semaine dernière. Nous sommes donc sur un timing qui respecte ses engagements et qui devrait, au fur et à mesure de la réception des travaux des uns et des autres, disparaître complètement, très certainement encore en 2023 pour pouvoir équilibrer à la marge, et puis on aura ensuite remboursé l'ensemble des dettes contractées sur ce budget pour pouvoir clôturer ce budget. Sachant que l'emprunt sera clôturé cette année, dès qu'on aura touché les fonds des dernières ventes, en fait. Donc on aura remboursé totalement notre emprunt, et il y aura donc effectivement à la marge, je ne sais plus, 30 000 euros, quelque chose comme ça, autour de 30 000 euros, en prévision de l'achèvement total des travaux, au cas où il y avait des aléas pendant les travaux. Qu'il y a toujours. Voilà. Il y a toujours, parce qu'on a livré un lotissement relativement abouti sur le plan de ces équipements,
il y a des travaux et aujourd'hui il est possible que certains éléments de sous-lotissement soient à reprendre, qui est un muret, qui est un tuyau, etc. Sachant qu'on essaie de trouver les responsabilités. Par exemple, il y a déjà eu un incident, on a trouvé la responsabilité et on a mis à la charge de celui qui avait créé le dommage de le réparer. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires sur le vote de cette délibération? Pardon. Merci, on passe au vote. Qui est contre? C'est la plus vite. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4. C'est le vote du budget 2022 pour lequel, pardon? Oui, le budget principal 2022 pour lequel vous avez reçu une note financière très certainement concernant l'exercice 2021 et qui nous permet de mieux comprendre les éléments et financiers et de prospective pour pouvoir générer ce budget 2022. Je laisse à M. Di Fabio le soin de vous le présenter. Donc, je ne reviendrai pas ligne par ligne, sauf à votre demande sur ce budget. Par contre, je vais essayer de le cadrer par rapport à son histoire des années précédentes et surtout la prospective pluriannuelle de la commune. Donc, entre 2017 et 2021, la commune s'est engagée dans une démarche d'amélioration de la qualité des services et de son développement. Je citerai par exemple passerelle, crèche, école, projet ado, repas bio et ou en production locale. Également en investissement structurant, place de l'église, rénovation partielle de l'école primaire, première tranche de rénovation du chauffage pour l'enfance, acquisition de la maison Beaumassy, etc., etc. Pendant cette période, le budget de fonctionnement a vu naturellement des dépenses, on va dire, augmenter des dépenses incompressibles, en l'occurrence des charges personnelles. Avec en corollaire des recettes qui sont, dans le meilleur des cas, qui stagnent et plutôt à la baisse au niveau des dotations. À titre d'exemple, la DGF, donc la dotation de l'État, c'est moins 12 000 € en 5 ans, et que entre 2021 et 2022, puisqu'on vient d'avoir les chiffres, moins 6 000. Donc la tendance, elle n'est pas à la hausse. Il faut bien l'entendre. Malgré cela, la municipalité a opté pour le maintien des taux d'imposition. Donc ça signifie que depuis 2017, les taux d'imposition n'ont pas bougé. Donc on a fait ce qu'on a pu pour maintenir ce taux d'imposition constant. Cette rigueur budgétaire et en parallèle une recherche permanente de cofinanceurs, partenaires, nous a permis de réaliser ces investissements et de capitaliser ces 813 000 €. C'était notre capacité, en partie, très grosse partie, d'autofinancement. D'où l'intérêt de le faire. Si on n'avait pas fait ça, ça veut dire globalement qu'on était pour cette somme, un peu plus de 600 000, on aurait pu faire appel à l'emprunt. D'accord? Donc il faut savoir que le budget, on le verra en investissement, en travaux pour 2022, c'est 1,8 million. Donc on autofinance un tiers de ce budget. Il restera 2 tiers à financer, en partie par des subventions, qui sont pour certaines actées, d'autres à l'étude, c'est-à-dire que les dossiers ont été transmis, les instances n'ont pas statué encore. Alors, on ne tient pas compte de ce PP, c'est ce que disait Philippe, on a eu cette information cet après-midi. Donc, dans le cadre du plan de relance, pour le projet Bois douce, on va dire tranche 5P, on nous a notifié, on peut appeler ça comme ça, 97 000 € de subvention. Donc, les chiffres de BP étaient montés, on ne pouvait plus trop bouger, donc il faut savoir qu'il ne tient pas compte de cette recette. Alors j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure, on a décalé au maximum le vote de notre budget, sachant que nous sommes en année électorale, etc., et que d'habitude, dans notre commune, on le vote très tôt pour pouvoir l'exécuter et le rendre le plus transparent possible. Là, au vu du montant des investissements et du contexte, il nous a semblé un petit peu plus prudent
d'attendre le maximum pour avoir les éléments les plus consolidés. Malgré ça, comme le dit Joël, on n'a pas toutes les subventions, mais on sait que certaines, de toute façon, seront affectées, puisqu'elles sont contractualisées, par exemple, avec le département. Mais on a, et c'est plutôt une bonne surprise, cet après-midi, reçu de la part de France Relance, premièrement qu'on était éligible, et deuxièmement que nous avions 97 000 euros venant participer à ce projet. Donc ce n'est pas inscrit dans le budget, et vous pouvez comprendre les raisons, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour pouvoir apporter des équilibres à notre situation économique. Sachant que par ailleurs, et comme vous le savez, nous sommes parfois dans des fébrilités conjoncturelles de tout niveau. Et on n'est pas les seuls. Il y en a des beaucoup plus fébriles que nous. Donc les BP 2022, je dis les, pour faire un générique 2022, qui vont vous être soumis au vote, doivent permettre de poursuivre nos objectifs et s'inscrire dans le PPI. Un PPI qui s'inscrit de 2022 jusqu'en 2025. D'accord? Donc il tient compte aussi des investissements 23, 24 et 25. Sachant que sur 2023, certaines sont plutôt orientées, mais ensuite ce sont que des enveloppes, on va dire, financières, avec des projets à déterminer, et on aura naturellement à recalibrer en fonction, on touche une subvention, on ne la touche pas, etc. etc. On n'a pas d'activité à 25 ans. Ce BP, au niveau investissement, donc je vais vous citer quelques projets qui vont se faire en 2022. C'est par exemple l'ouverture de la bibliothèque, vous l'avez peut-être vu, qui va s'ouvrir les mercredis après-midi. On avait une phase, entre guillemets, je vais l'appeler comme ça, expérimentale, où c'était utilisé, ouvert aux jeunes du centre de loisirs, sous contrôle de Laetitia, de périscolaire. On a souhaité l'étendre à l'ensemble des AESTAR, en fait, en ouvrant le mercredi après-midi, si je ne me trompe pas. Oui, de 14h à 17h30 pendant les vacances scolaires, pendant les périodes scolaires, et de 14h à 18h pendant les vacances scolaires. Donc c'est là à tout le monde. Voilà. Ensuite, le BP doit tenir compte aussi d'une nouvelle législation sur les ressources humaines. Il n'y a pas qu'en investissement, il n'y a pas que la bibliothèque. Non, mais j'ai D'accord. un petit listing. D'accord. Nouvelle réglementation sur, par exemple, des reclassements de certains personnels. Des personnels qui étaient statutairement en catégorie B et qui maintenant sont passés en catégorie A. Il faut savoir que les dernières infos qu'on a également sur la revalorisation des indices seraient autour de 4% d'augmentation. 4%, ça ne veut rien dire, ça veut dire 40 000 € pour la commune. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Il faut savoir que concernant les contrats à durée déterminée, une prime supplémentaire de 10% a été instaurée au 1er janvier, je crois. 2027. C'est ça? Oui, 2027. A été instaurée, donc il faudra en tenir compte aussi. Autre projet, donc, qu'on connaît, que je vais reciter, c'est le réaménagement de la place de la Brocante. C'est également la création de la voie douce sur on va dire l'axe Saint-Pé. La deuxième tranche de rénovation du système de chauffage du pôle enfance, vous vous souvenez, on l'avait phasé en deux tranches. La première tranche a été faite. On ne peut intervenir que pendant les vacances scolaires, en fait, les grandes vacances scolaires. Donc la deuxième tranche aura lieu cet été et le système sera donc totalement rénové, on va dire à l'automne. En principe, c'est bien ça, Laurent, je pense. D'accord. Il y aura également l'étude et le prolongement de la voie douce sur Saint-Jean. D'accord. Donc on fera l'étude en 2022, on espère pouvoir faire ça peut-être en 2023. Il y aura naturellement des opérations de voirie. Il y aura sans doute l'achat d'intérêt pour l'extension et l'étude pour l'extension du cimetière. Et enfin, concernant le budget
cimetière le temps propre, il y aura la création de 6 caveaux, parce que c'est 7 caveaux cette année. D'accord. On prévoit une extension du cimetière, on est en phase d'études, d'achat en 2022. C'est bien ça? Oui, en fait, sur le périmètre actuel du cimetière, on a la possibilité de faire une dernière extension en rajoutant 7 caveaux, et donc il nous faut nous projeter l'année prochaine pour réaliser une extension du périmètre du cimetière en achetant du foncier et en commençant les études de la propriété. Alors, on est sur des négociations qui s'orientent correctement, mais avec quelques études nécessaires pour savoir si c'est compatible avec la nature du projet. On ne fait pas un cimetière n'importe où, n'importe comment, mais c'est dans l'emprise de l'actuel, c'est dans la continuité de l'actuel cimetière. Donc, les négociations avec les propriétaires du terrain sont engagées, le géomètre passe, on va avoir des études de sol, et ce n'est qu'une fois que toutes ces études seront réalisées qu'on pourra rentrer dans une phase un peu plus concrète d'achat de ce terrain pour... Après, il peut passer en délibération en commission. Bien sûr. Donc ce PPI, on va parler, je ne prends pas du PP 22, mais on peut aussi réfléchir au niveau du PPI, demandera donc des efforts partagés, certes, mais toujours dans un souci d'amélioration du cadre de vie, des services et de l'offre aux instables. Faire, c'est respecter ce que nous avions promis. Anticiper, c'est donner les moyens de faire. Enfin, prévoir consiste à sécuriser les investissements. Voilà notre ligne de conduite, c'est anticiper, prévoir et faire. Voilà. Donc je ne reviens pas sur chaque ligne. Maintenant, si vous avez des questions ligne par ligne, je suis à votre service. Commentaires, observations, le débat est ouvert. Sinon, on passe directement au vote. Oui, j'ai quelques questions. Vous parlez de la bibliothèque, notamment de l'ouverture pendant les vacances scolaires, etc. Bon, c'est pas d'investissement, c'est pris sur le fonctionnement en termes de. Bien sûr. On est bien Oui, d'accord. j'ai bien excusé, c'était la langue à faucher. D'accord. On est d'accord. Mais ça demande des ressources humaines. Oui, mais Et que ce soit bien fixe. Et le fonctionnement, naturellement, détermine la capacité d'autofinancement pour l'investissement. Oui, d'accord. Bon, parfait. Tout ce qui est personnel catégorie B, en passant à la catégorie A, la valorisation du personnel, c'est pareil, ça rentre dans le cadre du budget de tout à fait mal, bien d'accord. Bon, vous avez énuméré l'ensemble de vos projets, De nos projets. Moi j'insiste, c'est nos projets. Si vous le souhaitez. Oui, parce que sinon vous ne participerez pas au vote. Bien sûr. Donc, place de la brocante, voirie douce, tranche de chauffage, etc., etc. Vous parliez d'opération de voirie. Vous avez planifié donc un budget pour l'opération de voirie qui est de 40 euros. combien de millions 10 000. 10 000 euros. Bon. Pour les autres projets. D'accord. Avec 10 000 euros. Pour les autres projets de voirie. Pour les autres projets. 10 000 euros sur la ligne budgétaire, voirie 10 000 euros. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Avec 10 000 euros, on fait quoi? Nous, on avait prévu de reprendre les enrobés au niveau des chicanes qu'on avait fait à Iréa. On avait parlé des divers travaux qui pourraient se greffer dans l'année, des dégâts, et voir une autre chicane au niveau de Siwasangela. Tout ça, C'est des opérations de sécurisation. Tout ça avait été présenté en En commission. commission, j'ai vu le rapport, Avec M. Labatte qui était présent. tout à fait, aucun souci. On est dans la transparence, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est l'estimation que vous faites de l'état de voirie du village, sur lequel, bien entendu, on s'arrête à 2 chicanes et le reste n'est pas prioritaire. Voilà. Bien sûr. Moi, je vous évoquerai Aguilera, par exemple, est dans un état lamentable, et sur lequel nous pensons qu'il est important, même urgent, en termes de sécurité routière, de réaliser une réhabilitation de l'ensemble du chemin. Et C'est un message quand on avait fait la réunion publique, notamment pour les chicanes et tout ça,
autant ils avaient souhaité, d'ailleurs on en avait fait 2, alors qu'au départ ça devait en faire plus, mais on en avait fait 2. Par contre, ils disaient de refaire tout le tapis d'enrobé, en fait le tapis, surtout pas, parce que là il y aura plus d'accidents, ça sera plus accidentogène, tellement ils vont rouler plus vite. On a encore reçu. Pour les chicanes. Comment? D'où les chicanes. Oui. Oui, non, mais déjà, alors, vous parlez d'état lamentable de la voirie du chemin à Guéria. En France, c'est vraiment les autres. C'est votre constat. Pourquoi tu ne partages pas? C'est votre constat. Maintenant, il faut apporter des solutions à ça. Aujourd'hui, ce qu'on a présenté, on a été sur site voir les riverains il y a une année maintenant. Ce qu'on a présenté, c'est de mettre en place progressivement des systèmes de sécurisation. Et si on doit s'engager sur une réflexion complète de la route d'Agria, il faut le faire en créant des aménagements de sécurité et de multimodalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus engager des travaux de voirie sans penser à des manières différentes de se déplacer. C'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre sur le reste du village. Mais ça, Et ça c'était le sujet de M. Capelli il y a quelques années, mais vu que c'est fait maintenant, il n'en parlera pas. Et si ça doit se faire sur Aguiria, il faudra le faire sur l'ensemble du chemin avec les moyens de le faire. Aujourd'hui, oui, effectivement, ces moyens ils sont concentrés sur les axes structurants qui irriguent le centre-bourg, de mer, et dès que possible, on l'espère, on essaiera d'aller mettre en œuvre une solution globale sur le chemin Aguiria, mais pas simplement faire à la voie. On repense aussi les modalités de mobilité sur le village. Donc, concrètement, la réhabilitation d'un chemin type à Guéria ou autre sur le village, parce que les chemins de ce type, dans cet état-là, il y en a quelques-uns sur le village. Ça, vous avez estimé, vous avez une enveloppe financière, vous avez Non. à la proximité, un budget ou... L'argent magique n'existe pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'argent magique n'existe Ah, mais pas. ça, c'est sûr qu'il ne tombe pas du ciel. Voilà. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Ça, Il faut faire des choix. On fait des choix, que vous ne les partagez pas. C'est votre droit. Ah, mais je ne sais pas que je ne partage pas, c'est un constat. Ensuite, nous, on estime qu'il y a d'autres priorités. Après, bon, effectivement, il y a d'autres Mais choses que vous qui ne les sont partagez importantes, pas, en c'est termes ce que de je dis. trottoirs, etc., qui sont aussi importantes, hein, j'entends. Voilà. Ce qu'on demande, voilà, c'est un chemin comme à l'IREA. Admettons que voilà, il y a déjà des écluses qui sont mises en place en termes de sécurité. Voilà, parce qu'il y avait un budget qui avait été estimé. Et vous, savoir où vous allez, si ça coûte 500 000 euros, 1 million, voilà, c'était un petit peu l'unité. Je sais pas. Je trouve Et que il y a un mois, et aujourd'hui, on n'aurait pas eu le même budget vu les augmentations que subissent les produits justement liés au pétrole et compagnie, et que la tonne d'engrais a pris à peu près 30 € la tonne. Ça, ce que tu viens de dire, Laurent, en plus tu es professionnel, tu travailles dans le domaine, c'est la même chose pour les autres projets que de voies douces, de place de la brocante, c'est différent différent. C'est différent dans la mesure où les appels d'offres ont été faits. D'accord? Les réponses, les entreprises ont répondu. Donc les prix sont stabilisés. Stabilisés. Ah oui. Vous savez, des indices de révision, des indices d'actualisation. Et oui, et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. C'est normal. Ben oui, Donc c'est quoi la solution? Ah non, mais moi je ne critique pas en rien. Vous n'êtes pas là pour trouver une solution. Ah non, mais je veux dire, la raison qui m'a été donnée, c'est que je ne suis pas une bonne raison. J'essaye d'avoir une estimation du coût de réhabilitation d'un chemin comme à l'IREA. Voilà, je demande voilà, si vous aviez une notion d'un coût, c'est tout. Après, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, ça dépend du projet que vous voulez faire. Pardon? Aujourd'hui, ça dépend du projet que vous voulez faire sur le chemin d'Agrien. Je peux vous dire ça vaut 1 million, ça vaut 2 millions, ça dépend de ce que vous souhaitez faire comme projet. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les projets qu'on a engagés, qui seront mis en œuvre dès le 15 mai prochain, là, on a des prix qui sont arrêtés, qui correspondent au budget qu'on va voter aujourd'hui. Derrière, on a mis en place un BPI qui nous donne des perspectives et des marges de manœuvre pour les années suivantes. Là, aujourd'hui, pour dire exactement ce qu'on sera concrètement capable de faire avec les marges de manœuvre qu'on a, c'est impossible.
Pour la raison qui vient d'être évoquée. Maintenant, il n'y a pas de renoncement et il n'y a pas de mauvaise volonté, il y a de la volonté à vouloir investir dans le chemin d'Agria. Et d'autres. Et les autres. Seulement aujourd'hui, il faut le voir de manière globale, autour du chemin d'Agria et des différentes façons de s'y déplacer, et des flux qui génèrent. Il faut le voir de manière globale dans le PPI qui est mis en place par la collectivité et dans son programme aujourd'hui plus général. Donc ça sera fait dans les années qui viennent, mais vous dire concrètement quand et comment et combien, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. Non, c'est juste une question. C'est ça, si vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse. Moi, je le comprends, tu m'as bien détaillé. Après, vous pouvez nous demander quel temps il fera le 15 août, on n'a pas la réponse non plus. Mais il n'y a pas de renoncement et on va continuer à mettre en œuvre ponctuellement des solutions qui sont certainement pas satisfaisantes, pas assez, ou trop, parce que quand on a mis en place la chicane l'année dernière, il y a pas mal de monde qui nous a dit aussi. Il n'en faut pas une, il en faut deux. Voilà, ou ça ne servira à rien. Voilà, aujourd'hui, c'est des solutions qui existent, c'est aussi des solutions qui sont mises en œuvre partout, qui fonctionnent partout, y compris à l'Agria. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Maintenant, il faut continuer effectivement et vous dire combien de cas. Qui était demandé et auquel on a répondu, et de façon supérieure à ce qui avait été prévu. Il y a une autre voie du fait de sa dangerosité, on va dire, roulante, où des demandes avaient été exprimées. Nous nous sommes engagés à répondre à ces demandes. Voilà, c'est sur le chemin Ouassaléa. C'est bien ça, non? Bon, après, là, vous pouvez me poser la question, où est-ce qu'elle sera, la chicane? Et là, c'est pareil, parce que tout le monde veut la chicane, mais personne ne la veut devant chez lui. Donc, et ça, on a retourné autour du pot, à un moment donné, il va bien falloir la poser quelque part. Et il faut la mettre dans un endroit stratégique qui permettra qu'elle réponde à ses objectifs, c'est-à-dire la sécurisation. Donc là, il y a des études qui doivent être faites, il y a des consultations qui doivent être menées, il y a des calibrages qui doivent être faits, et puis ensuite, on avance. C'est ce que vous disiez, un peu la méthode avec laquelle Joël Defendur vous a répondu. Voilà. Après, on assume de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, et on assume aussi de prioriser certains projets dans un temps qui est celui d'une démarche pluriannuelle. Je crois que c'est la première fois que la commune d'Aetz se dote d'un plan pluriannuel d'investissement, tel que celui qui ne vous est pas présenté ce soir, mais qui est annoncé dans ce qui est ce budget. Non? Pour l'église aussi, on l'avait fait, mais peut-être pas avec la même épaisseur, parce qu'on avait aussi des inconnus. Mais bon, c'est pas je dirais que c'est parce qu'il y a parfois des inconnus qu'on ne réalise pas et qu'on ne réalise pas bien. La preuve est, je pense, assez souvent démontrée. Monsieur Capelnegui, d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Donc, c'est concernant la section de fonctionnement des détails des dépenses, sur lequel, vous ne l'avez pas, mais qui était fourni à l'annexe dans la convocation du conseil d'aujourd'hui. J'ai relevé le contrat de prestation de service, sur lequel vous avez budgétisé 30 500 €, sur lequel il y avait une dépense émise l'année dernière à 115 000 €. Quelle est la différence? C'est simplement une question d'application. Oui, c'est les repas, les prestations de repas pour l'école, crèche Saint-Bouloisier, qui ont été réajoutés sur demande de la trésorerie au compte 60-42, c'est du 1er en haut. D'accord, donc c'est un changement de ligne budgétaire. Oui, non, mais c'est ce que j'avais vu. Non, mais votre question est pour le coup là tout à fait légitime. Non, mais parce qu'on les règles seront toutes légitimes. Permettez-moi de l'apprécier aussi de ma façon. C'est justement une question qui avait été posée à la commission finance. Oui, c'est une question qui avait été posée à la commission finance. C'est très bien, mais tout le monde n'appartient pas et ne participe pas à la commission finance. Il y en a même qui sont invités qui ne viennent pas. Tout à fait, pour des raisons professionnelles, mais bon, qu'est-ce qu'on peut Je le comprends. J'espère bien. Deuxième chose, la fourniture de petits équipements. On passe de 11 000 €, j'ai vu que l'année dernière, Amanda a mis à 8 200 €, vous budgétisez cette année 14 900 €. Vous attendez à faire d'autres achats en petit matériel, petits équipements? Il y a des subventions CAF qui nous ont été attribuées sur la crèche et le centre de loisirs, qui du coup seront perçues aussi en 2022, dans les recettes en 2022. Et du coup,
augmenter les dépenses et C'est parce qu'on a des recettes supplémentaires on a augmenté les dépenses liées à ces subventions. C'est pour ça que je pose la question, c'est Voilà. pourquoi il y a... C'est parce que, comme je le disais, on est très attentif à rechercher un maximum de subventions. Et quand on a une subvention, naturellement, on réfléchit par rapport au projet qu'on a signifié. Deuxième bonne question, sur la ligne budgétaire autres services extérieurs. En 2021, dans le compte d'administration, vous avez mandaté donc, 10 700 €, vous budgétisez 16 000 €, pardon. On passe de 10 000 à 16 000, c'est ça que vous dites? Bah oui, c'est ça. Ouais. En résumé, c'est ça. Ouais. C'est l'enveloppe qu'on a mis sur les sorties centres de loisirs principalement. Sur les camps extérieurs, on a un budget affecté. Après, c'est pas pour autant que les dépenses ça change. Ça change. Il faut c'est l'enveloppe qui est à disposition des on met à disposition une enveloppe. des sorties On met juste à disposition une enveloppe. Les projets en tant que tels, c'est les chefs de service avec leurs équipes qui inscrivent des projets connaissant leur budget. Voilà, effectivement, on a consommé 10 000, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu, il me semble, une sortie qui avait été annulée en Auvergne, ce qui fait qu'on n'a pas consommé l'intégralité du budget. Et qui a été reporté à cette année. Donc on va pas, ça n'a pas été fait, donc comme ça n'a pas été fait, on ne leur donne pas. Non, on leur donne des subventions. Voilà. On leur a donné, enfin c'est une ligne budgétaire ouverte pour les jeunes. Ok. Dernière question sur la section de fonctionnement en détail des dépenses concernant énergie, électricité et combustible. Je mélange tout. Hein. Dans le compte d'administration, dans le budget principal, 2021, on était autour des 40 000 € d'utilisés, dépensés mandatés plus de 42 000 €. Voilà. Et cette année, vous utilisez 50 000 € plus le combustible, plus de 52 000 €. Est-ce que vous êtes à l'écoute de quand même justement de l'augmentation voilà, et de la précarité énergétique pour certaines personnes? Bien sûr. D'accord. Donc nous, nous avons pris en considération une augmentation importante des énergies. D'accord. On peut se tromper, j'espère. Mais voilà. Et ce sont des choses sur lesquelles vous comptez travailler dessus pour aller vers la baisse. Regardez, on rénove le système de chauffage du pôle emploi. Par exemple, d'accord. Cette rénovation, elle s'inscrit dans l'économie d'énergie. Bien sûr. Voilà, c'est un exemple. Ok. Est-ce que vous avez prévu d'autres éléments aussi? Pardon? On aura aussi, mais vous l'avez voté, le projet Léna. Vous en rappelez. Voilà. On a voté aussi le budget PIC. Non, ça c'est oui. Oui, le PIC, il faut savoir que la commune aide les gens dans le cadre de leur rénovation énergétique. Bien sûr. Là, on parle de... Voilà. De la ligne budgétaire pour les bâtiments communaux. Voilà, communaux, donc je ne pas tout. Non, je ne mélange pas tout, mais c'est aussi important de dire, parce que c'est aux AESTA, que la commune intervient aussi chez le particulier. Très simplement, pour je reviens sur les bâtiments communaux. Voilà. Là, vous déportez le... Non, je réponds à votre question. On rénove le système de chauffage, d'accord, les études thermiques, etc. ont été faites par les bureaux d'études. Et naturellement, cette rénovation induira des économies d'énergie. D'accord. Donc, je reformule ma question différemment. Est-ce que vous pensez que cette ligne budgétaire est une dépense incompressible, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure dans votre discours? J'ai parlé de charges de personnel. D'accord. Ok. Donc cette ligne-là, pour vous, c'est une dépense qui peut être réduite ou à la baisse. La consommation est une chose, les tarifs sont une autre. D'accord. Cette ligne budgétaire, elle peut augmenter même si vous faites en kilowatts, une baisse de kilowatts. Si là, on est sur des augmentations, vous voyez bien, des augmentations de 15% pratiquement tous les 6 mois. Parce que finalement, énergie, électricité au niveau communal, vous avez des factures, des abonnements au niveau électricité, comme tout le monde. Vous avez un abonnement, je pense. On a gaz, parce qu'on chauffe en partie au gaz, en partie électrique, en partie. Laisse M. Capeneghi poser sa question. J'attends une réponse, c'est pour ça que je vous pose la question, savoir si vous allez vers une dépense
plus réduite que celle, parce qu'à chaque fois que vous augmentez un budget, si vous voulez, c'est quelque chose qui porte quand même 50 000 euros quand même en budget prévisionnel. Donc moi j'attends de votre, j'attends une solution, si vous voulez, pour aller vers une baisse. Donc c'est ça que je dis, parce que vous savez, samedi dernier, samedi dernier, vous voyez, vous nous avez laissé gracieusement une salle pour faire une réunion sur Culture Chocolat. On est rentré dans ces pièces-là, mais j'ai cru que c'était le sauna, monsieur Fabio, et chauffer des locaux, des volumes, alors qu'il n'y a personne dedans, je m'interroge. Alors quand je vois une facture de 50 000 euros, je me dis vraiment il y a des économies à faire. C'est chauffé au gaz. Oui, c'est chauffé au gaz. Et le gaz, actuellement, c'est sûr, c'est de la Là, moi je dirais que chacun est concerné parce que la veille, la salle était occupée par une autre association et c'est elle qui a laissé le chauffage à fond. Alors il n'y a pas de personnel communal qui passe après les réunions ou qui En fait, on ne peut pas les régler. Si. J'ai pas C'est un sujet, il ne faut pas y toucher. J'ai essayé. Mais c'est surtout ça, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher en fait, c'est ça Il ne faut surtout pas y toucher. Et on est. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir quand même qu'on est très vigilant par rapport aux activités associatives qui se déroulent dans les salles municipales. Il faut savoir qu'on n'a pas tous la même perception de la chaleur et du confort dans les salles, surtout en fonction des activités. C'est des salles où on a des activités qui sont complètement différentes les unes des autres. Il y en a qui font de la zumba, des activités physiques, et il y en a d'autres qui font de la sophrologie. Et la sophrologie, elles ont toujours froid, par contre la zumba, elles ont toujours chaud. Et elles ouvrent tout. Et c'est ça la réalité de la gestion des salles municipales. Et en fait, tout le monde veut régler le chauffage, parce que tout le monde part du principe qu'il sait mieux régler le chauffage que celui qui a fait le réglage au départ. Et en fait, il ne faut surtout pas toucher au chauffage. Il faut juste le laisser, parce qu'effectivement, on essaie de trouver la régulation de l'eau tiède, on va dire, le chauffage, entre celui qui a très chaud et celui qui a très froid. Parce que c'est des salles qui sont mutualisées, où tout le monde a le droit d'utiliser. Et effectivement, vous dites que c'est des locaux non utilisés, mais la veille, il y a du monde, le soir, le vendredi soir, jusqu'à très tard, le samedi soir, après-midi et soir, très tard aussi. Donc vous vous inscrivez entre les deux. Alors vous avez trouvé qu'il faisait très chaud, et je suis persuadé que Picophile qui arrive juste derrière vous, elle ne trouve pas parce qu'elle nous fait souvent des remarques par rapport à ça par mail, elle fait des remarques. Elle nous fait souvent des remarques, en tout cas en nous disant il ne fait pas très chaud. La question c'est le module de régulation, parce qu'il y a un thermostat dans ces salles. Oui,